Bienvenue dans le podcast Progressia Immobilier. Ici, nos invités partagent leurs expériences, leurs liens avec l'immobilier et leur attachement au Havre. Suivez-nous, réagissez et partagez. Je suis Sébastien Blondel, dirigeant de Progressia Immobilier, et pour ce nouvel épisode d'Expérience immobilière, nous partons à la rencontre d'Anne Anctil. Designer d'espace, communicante, Anne valorise votre marque en lui donnant du sens, insuffle une âme à vos espaces et raconte une histoire, la vôtre. Que vous la connaissiez déjà ou que vous la découvriez aujourd'hui, j'ai souhaité inviter Anne dans notre podcast pour sa vision, son énergie, son attachement au Havre, à notre patrimoine et sa créativité qui ne laisse pas indifférent. Je vous confie à Laura qui a posé ses micros dans le quartier Saint-François le temps de l'interview. Laissez-vous inspirer par l'univers solaire d'Anne Anctil. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau podcast de Progressia Immobilier. C'est quartier Saint-François au Havre que nous retrouvons Anne, agence Anne Anctil. Bonjour, bienvenue. Bonjour, et merci pour votre présence ici. Et puis voilà pour ce podcast, je suis toute pleine d'émotions. Alors ici, moi si je viens, je pousse la porte, je me dis mais qu'est-ce qui se passe dans cette agence ? Qu'est-ce que j'y trouve ? Pourquoi on pousse la porte de ton agence ? Alors l'agence, elle est située dans un quartier à Saint-François qui est le quartier des marins, des moments de joie et le quartier des Bretons. C'est un quartier un peu particulier en termes d'immobilier puisque c'est une île en fait, on est entre plusieurs bassins et on a investi en fait un ancien bar tabac pour installer l'agence. Ça nous permet vraiment de présenter en fait ce que l'on sait faire, c'est-à-dire transformer un lieu pour qu'il ressemble aux personnes qui l'investissent. Donc là, on a transformé donc le bar tabac en agence de design et puis ça nous permet également d'avoir une ouverture sur l'extérieur et d'être vraiment en contact direct avec des partenaires, des fournisseurs ou des clients. Les gens viennent pas se prendre un petit café et ça permet d'avoir une activité qui est plus accessible. Sachant qu'on est sur une activité qui peut parfois être un petit peu perçue comme prétentieuse ou inaccessible. Alors la scénographie de marque, c'est ta baseline, ça consiste en quoi exactement ? Alors en fait, moi j'ai une formation de stratégie de communication. Donc l'idée c'est d'apporter la communication par l'espace, de représenter la marque, l'entreprise, le produit, le service via l'aménagement de l'espace pour que ce soit du coup adapté aux usages, aux usagers, que ça donne le bon message, que ça raconte l'histoire éventuellement de l'entreprise, ses valeurs et puis surtout que chacun se sente bien et écouté par rapport à ses besoins dans le cadre du lieu qui est investi. Alors tu interviens essentiellement pour l'usage, quand on occupe vraiment les bureaux, les espaces en tout cas, ou bien tu peux intervenir aussi en amont pour aider par exemple à la commercialisation de projets ou autre avec ce lien immobilier très fort. Alors en fait, moi je viens de l'événement, donc il y a toute une partie d'aménagement d'espace qui concerne la représentation de l'entreprise dans le cadre d'événements, de kick-off, de stands, de showroom, et puis une partie plus pérenne d'aménagement de bureaux, de sièges sociaux, de boutiques. Et puis il y a un entre-deux qui s'appelle des marketing suites que l'on aménage en partenariat avec des constructeurs immobiliers pour en fait les accompagner sur la communication à l'égard de la presse, des riverains et également pouvoir permettre la commercialisation des projets. Donc en fait on crée des espaces showroom avec des bureaux, des salles de réunion, un petit espace café et l'ensemble est aménagé à l'image du projet immobilier. Et puis les preneurs ou les personnes de la presse viennent investir l'espace, prendre connaissance du projet, puis ils enfilent ensuite leur casque et leurs bottes et ils vont directement sur le chantier pour pouvoir se rendre compte des volumes et de la pertinence du projet. Toi, qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ce métier ? Parce que tu nous le disais, tu viens pas directement de cet environnement, mais plutôt communication 360, comme on dit. Ou pas 360, parce que 360, on le voit beaucoup, mais finalement très peu le font. Alors justement, nous, on est un petit bout du 360. Et
je me fixe cette règle, bien que je vienne de la stratégie de com, donc d'avoir la possibilité de connaître en fait les tenants et aboutissants d'un site internet, d'un logo ou d'une campagne de presse. Ça, c'est ma formation de départ. Et aujourd'hui, le positionnement est vraiment de s'axer sur l'espace et l'image de l'entreprise par rapport à l'espace. Et j'ai oublié la question. La question, c'était comment on en arrive... Mes questions ne sont pas très claires. Comment on en arrive à la scénographie de marque, sachant qu'en effet, tu viens plutôt d'une formation de communicante, on va dire peut-être un peu plus classique, disons, dans les grandes lignes. C'est vrai. J'ai, suite au BTS, fait mes armes dans une agence d'événements qui était tenue par 2 motards et qui m'ont emmené faire des séminaires, des incentives, des choses comme ça. Donc toute cette partie événementielle, image de l'entreprise, surtout sur de la com interne, de la motivation. Et puis ensuite, je rejoins une équipe dont le fondateur a fait l'école Boulle et a une approche très proche des artisans, qui faisaient tous ses croquis à la main, et donc il était à la direction d'une filiale d'une grosse agence de design d'espace, de design global qui s'appelle Sagez & Partners à Paris. Et je l'ai rejoint, donc lui il m'a appris toute cette partie aménagement d'espace. Et donc on a beaucoup travaillé avec donc le dos de la cuillère qui n'existe plus maintenant, mais sur des aménagements de lieux plus ou moins éphémères, comme le showroom de Peugeot sur les Champs ou à Unter den Linden à Berlin. Et donc aménager l'espace dans un temps donné, avec un délai donné. Donc ça a permis de concilier et le plaisir du design global que j'ai appris du coup auprès de cette personne, et puis ce que j'avais appris et à l'école et dans ma première expérience professionnelle. Alors aujourd'hui, si je veux résumer ton métier, est-ce que je peux dire que tu es décoratrice d'intérieur ou alors tu me jettes le micro à la figure? On a dit que non, pas de violence. Non, pas de violence, pas aujourd'hui. Pas entre nous. Alors, en bonne normande, je vais répondre que oui et non. C'est-à-dire que, bon, j'ai rien contre les décorateurs d'intérieur déjà, mais dans tous ces métiers du bâtiment, on va avoir les architectes d'intérieur, les designers d'espace, les décorateurs, et puis tous, on va un petit peu chevaucher le métier, le domaine de compétences de l'autre dans le domaine de nos activités, puisqu'on va avoir un cœur de métier et puis ce qui va être à côté, donc... c'est l'occasion d'ailleurs de faire un petit rappel sur ces différents métiers qui sont plutôt connexes. Donc en fait l'architecte il conçoit les bâtiments et supervise leur construction. L'archi d'intérieur lui il aménage le bâtiment existant en jouant sur les volumes, la lumière et donc les circulations. Le décorateur embellit l'espace sans toucher à la structure de départ, en créant une ambiance avec du mobilier, des objets, etc. Et le designer d'espace, donc nous, notre métier, nous on imagine des espaces fonctionnels et esthétiques, mais avec une dimension conceptuelle. Donc comme l'archi, on joue un petit peu sur les volumes et les circulations parce qu'on pense usage et usager. Et puis cette approche de stratégie de com, c'est de se dire si je suis accueillie de telle ou telle manière dans un bâtiment, ça me renvoie pas la même image de l'entreprise. Et puis comme le décorateur, on va permettre aux clients de se projeter grâce à des moodboards, à des projections visuelles 3D, puisqu'on essaye de faire en sorte que notre métier, outre le fait qu'il soit bien fait et ergonomique, ce soit agréable et esthétique. Alors toi, qu'est-ce qui te fait vibrer finalement dans tout ça? On a parlé de délais, ce genre de qui peuvent paraître pour des contraintes finalement pour certains. Est-ce que toi finalement de travailler dans des délais très courts parfois, des commandes, je dirais peut-être à 15 jours d'intervalle, est-ce que c'est quelque chose qui t'anime ou voilà, qu'est-ce qui te fait vibrer dans ce métier? Alors la première partie, c'est vraiment cette partie en amont qui est d'aller questionner la pertinence du projet. Alors parfois, je vais même finalement ne pas me rendre service puisque c'est de remettre en question parfois le pourquoi vous voulez aménager vos bureaux, pourquoi vous souhaitez faire ce stand et à qui vous vous adressez et quel est l'objectif et les moyens qui sont mis en face et est-ce que ça vaut le coup. Donc on est bien dans cette partie de stratégie en amont et ça c'est génial parce qu'il y a vraiment une dimension de
ouais, un petit peu pas de psy, mais voilà, je vais aller interroger l'ADN de l'entreprise via son interlocuteur. Et puis, ensuite, on conçoit, on essaye de faire quelque chose de plutôt sympa. Et la dernière ligne droite, celle qui est l'aboutissement, le tic-tac qui dit que lundi, les personnes vont venir travailler ou que jeudi matin, le salon commence. Et ce qui est génial du coup avec l'événement, quand on aménage les espaces, c'est qu'on ait fini ou pas, l'événement commence. Donc on a un vrai défi en fait, et ça crée une énorme montée d'adrénaline et une grande satisfaction. Et donc moi, si demain je te dis par exemple, Anne, j'ai des bureaux pour ma société, viens, j'ai envie de créer un univers convivial, je fais appel à toi. Est-ce que j'ai raison de faire appel à toi ou est-ce qu'à nouveau tu vas me bousculer Alors oui, tu as raison de faire appel à moi. Si tu peux me définir quelle image tu veux donner, à qui tu t'adresses. Et c'est la raison pour laquelle j'ai aucune pertinence, en revanche, à venir te conseiller sur l'aménagement de ton salon, parce que je ne suis pas décoratrice. Je viens vraiment questionner l'entreprise. Qui êtes-vous ? Qui va venir utiliser ces bureaux ? Est-ce que ce sera uniquement à l'interne ou est-ce que vous allez recevoir des clients, des fournisseurs ? Est-ce que vous avez besoin de présenter vos produits, vos savoir-faire, votre histoire ? Parfois, on a des entreprises comme ça dont l'activité est vraiment pas sexy. Et donc, on va aller plutôt travailler sur l'histoire de l'entreprise, le côté familial, la bonne ambiance, etc. Et en allant rechercher des archives, la photo de l'arrière-grand-père qui a créé l'entreprise, et ça permet de créer un sentiment d'appartenance, y compris aux employés qui font pas du tout partie de la famille. Mais voilà, Tu racontes des histoires finalement. Exactement. Est-ce qu'il t'arrive justement de refuser certaines missions pour lesquelles tu as l'impression que tu ne vas pas apporter ni ta patte, ni ton savoir-faire Alors si c'est effectivement pour des particuliers, puisque comme j'aime à dire, le directeur marketing de la BNP, s'il n'aime pas le vert, son espace sera quand même sûrement du vert, tant qu'il y aura du vert dans l'identité graphique de la BNP. Là où, sur les particuliers, c'est un petit peu compliqué d'avoir cette notion du j'aime pas, du convivial, qui est ton convivial est peut-être pas le même que le mien. Et puis, je vais refuser des missions qui sont uniquement fonctionnelles, puisque j'ai aucune valeur ajoutée à chercher des bureaux et des chaises si derrière je viens pas amener des lampes, de l'iconographie au mur, un espace d'accueil ou un espace de pause pour les employés qui soit vraiment singulier par rapport à l'entreprise qui est investie. Et est-ce que justement on peut faire appel à toi pour mettre en place toute une stratégie et puis ensuite prendre la décision de faire soi-même? Je crois que ça, c'est d'ailleurs... Tu te dis adepte de fleurs et de do-it-yourself. Est-ce que tu encourages les entreprises aussi à prendre un peu la main aussi par la suite pour déployer tout ce que tu auras pu imaginer, ou c'est vraiment à la carte en fonction des envies et compétences de chacun? Alors, c'est à la carte. Disons que c'est selon aussi la taille des structures. On va avoir et puis des compétences à mettre en œuvre pour la réalisation. Donc, on va dire que notre zone de talent, je sais pas, ou d'expérience et d'expertise, c'est vraiment la partie audit et ensuite aller traduire tout ce que l'on a évoqué ensemble avec le maître d'ouvrage sur les messages à passer, les usages, etc. par l'espace. Ensuite, on va modéliser les espaces. Et ensuite, pour la réalisation, la production, on va de toute façon, que ce soit nous, le maître d'ouvrage qui fabrique ou son maître d'œuvre, voilà. On va faire des croquis de fabrication, des listes de choses à acheter, des plannings, etc. Et puis, on peut s'arrêter là. Donc, on remet en fait le document à la maîtrise d'œuvre et puis se débrouille entre guillemets Est-ce que tu repasses quand même quelques semaines plus tard pour vérifier que tout a bien été respecté? On a ce qu'on appelle le suivi esthétique. Donc en fait, pendant toute la durée du chantier, il y a une partie de la mission de l'agence qui est d'être joignable pour faire des arbitrages avec les artisans. Quand il faut, par exemple, choisir entre deux matériaux, l'un des deux va coûter moins cher, mais on veut pas que ça déshabille le projet. Donc, on vient comme ça essayer de faire cohabiter les contraintes budgétaires, les contraintes de délai, et puis la contrainte esthétique et on garde en fait la cohérence du projet en faisant ce suivi esthétique pendant la durée du chantier. Et puis, une fois que tout est terminé, eh bien, on revient pour justement mettre ce qui va créer l'âme du projet.
les fleurs, l'iconographie dans les cadres, les petits objets parce qu'on aime bien ça. Objet végétal, c'est ça. Objet végétal. Ouais. Et puis, en fait, on s'est rendu compte avec l'expérience que ce qui fait le charme d'un projet, c'est en général le truc le plus chiant à faire. Donc, une fois qu'on a le geste fort, la fleur de coquelicot qui est répétée 600 fois sur le stand, mais les fleurs de coquelicot ne se cueillent pas, donc on va les fabriquer nous-mêmes parce qu'il n'y a pas de fabricant de feuilles de coquelicot qui soit joli. Donc voilà, en général, le truc un petit peu casse-pied qui va nécessiter d'être agile, d'être mouton à 5 pattes, et ben on va le faire nous, et c'est ce qui va être remarquable parce que c'est ce qui va faire la différence sur les aménagements, et c'est comme ça qu'on va reconnaître notre patte. Alors justement, comment tu trouves l'inspiration ? Est-ce que tu dévores tous les bouquins possibles de déco ou est-ce que Aucun. il te reste aussi ? Aucun. Aucun. Alors ? Aucun magazine de déco. L'inspiration, elle est vraiment... En fait, c'est pour ça qu'il faut un petit peu de temps pour pouvoir concevoir des espaces, puisque... d'un espace de coworking à une école où là on travaille sur un showroom pour les bocaux le parfait ou un stand pour le bien-être animal dans des vaches. Donc on va vraiment passer d'un extrême à l'autre. Très différent. À nouveau, à qui on s'adresse, quel message on veut faire passer, etc. Et puis on laisse le temps comme ça d'infuser pour pouvoir, c'est pas joli, mais pour pouvoir se mettre à la place de la personne à laquelle le message est destiné. Qu'est-ce que je vais voir partout, moi étudiant, lycéen, dans tous les réfectoires de lycée, il va y avoir ça. Comment on pourrait les surprendre un petit peu ? C'était notamment le cas sur Saint-Jean, donc au Havre, le collège-lycée Saint-Jean. On a travaillé en collaboration avec Dubernay Architecte. Et ça, c'est une collaboration parfaite parce qu'effectivement, lui va s'occuper de la coque, et moi, pour caricaturer, je dis qu'on s'occupe de tout ce qui tombe quand on retourne la coque. Donc, le mobilier, etc. Et puis, l'objectif de la direction de Saint-Jean, c'était de sensibiliser les élèves sur le fait de faire du sport, l'économie d'énergie, etc. Et donc, on a eu un discours qu'on a souhaité didactique sans être trop rabat-joie sur ce grand mur du réfectoire, en accrochant un vélo et puis avec des petits mots qui disent 10 minutes de vélo, c'est tant de calories dépensées, un mail envoyé, c'est l'équivalent d'une ampoule pendant 1 heure, et puis on a accroché des vraies ampoules, etc. Et en fait, en créant du volume, on vient interpeller les visiteurs de manière un petit peu ludique et pour passer des messages. On raconte toujours des histoires. Le Havre, on en parle. Donc là, tu as évoqué Saint-Jean. Comment tu arrives au Havre ? Tu es née au Havre, tu es amoureuse du Havre. C'est une histoire d'amour qui débute au Havre. Je connais le Havre depuis. J'ai trouvé l'amour presque au Havre. En tout cas, le père de mon fils est havrais. Et c'est comme ça que j'ai rencontré cette ville en 1995. Donc, elle n'avait pas du tout le même visage, relief, fréquentation et programmation culturelle. Donc, c'est vraiment un plaisir d'habiter ici aujourd'hui. Donc, moi, ça fait 15 ans que j'habite ici à présent. Après être passée dans... tous les lycées de Normandie, je pense, et puis avoir fait mes études supérieures à Paris et mes premières armes professionnelles à Paris. Et le choix était de venir travailler ici simplement. Donc j'ai créé l'entreprise il y a 16 ans à Paris, donc j'ai laissé le siège là-bas et l'objet au départ était uniquement de venir faire mes bureaux ici, de vivre ici. Et puis voilà, il s'est avéré qu'on a fait un premier projet qui était l'espace de coworking. Donc, sur lequel on a vraiment travaillé à créer des espaces singuliers qui soient à l'image de la ville. Et comme on s'est vraiment penché sur la ville, comment on pourrait rassembler tout le Havre ? Alors, on va évoquer l'élégance des transatlantiques, on va évoquer la voile, etc., par ce grand filet, puisqu'on a créé une ouverture avec un filet dans l'espace de coworking pour évoquer le port de plaisance également.
On va évoquer tout ce qui est les gros paquebots, etc., avec des gros cordages qui permettent de séparer les espaces, ou les cabanes de plage pour le côté balnéaire, pour une petite salle de réunion. Donc voilà, en se penchant sur ce dossier-là et donc sur Le Havre, quel pouvait être l'ADN de la ville pour que tout le monde se retrouve en fait dans ces différents espaces sur la une, et ben ça a aussi contribué à mieux connaître la ville et au fur et à mesure de beaucoup l'apprécier. Il y a peu de villes, de grandes villes en France où on peut aller se baigner le midi en faisant juste un saut de vélo. Est-ce que c'est une ville qui t'inspire justement aussi pour tes créations auprès des clients, parce que tu ne travailles pas qu'au Havre, loin de là, t'es un peu partout finalement. Ouais. Oui, sur l'ensemble du territoire. Après, je trouve que c'est aussi l'objet de l'activité de design d'espace, c'est de venir ancrer l'entreprise dans son paysage géographique. Si l'entreprise est, comme je disais tout à l'heure, née au Dom-Tom, et ben dans l'histoire de l'entreprise, on va raconter la petite entreprise au début, dans telle ville, etc. Et puis comment ça a grandi. Sur Le Havre, par exemple, quand on a fait l'agence immobilière Gallieni Immobilier, c'est avenue Foch au Havre. C'était super parce qu'on a eu carte blanche et voilà. L'idée c'était de refaire un cabinet d'archi tel que après-guerre. Donc une période que moi j'apprécie beaucoup, tant en termes de design de mobilier que de matériaux bruts, de qualité et bruts. On a, par exemple, travaillé les verrières qui permettent de séparer les espaces de ce lieu sans casser la lumière, en faisant de grandes verrières un peu à la Mondrian, qui reprennent et qui ont différents traitements de vitres, du vitrage cathédral, du vitrage armé. Et l'idée, c'était d'évoquer les différentes textures de béton qu'a utilisé Perret sur l'ensemble des immeubles au Havre. Donc, il a eu quand même cette démarche, malgré l'urgence de reconstruire, d'avoir une démarche artistique en teintant le béton, en ayant un béton plus ou moins granuleux, etc. Et donc, l'idée de mettre différentes matières de vitrage, par exemple, sur ce dossier, c'était notre petit clin d'œil au Havre. Et puis sur cet espace-là, ce qui était intéressant, c'était de créer un zoning invisible, un zoning spontané pour les visiteurs. L'espace qui est public, vous entrez dans l'agence immobilière, quel est l'espace qui est réservé aux visiteurs et quel est l'espace qui est réservé aux équipes. Et donc on a matérialisé ça par au sol un béton ciré pour la partie visiteur qui devient un parquet sur la partie staff, et plutôt que de le séparer par une banque d'accueil un petit peu ennuyeuse et traditionnelle, on est venu mettre une grande table haute qui vient en fait faire une frontière entre les deux espaces, avec un énorme bouquet, donc on est sur une frontière qui est quand même plutôt agréable et qui reprend un petit peu les codes des lobbies d'hôtel. Donc les visiteurs viennent, la personne vient derrière, on vient échanger des clés, on est à hauteur d'homme puisque c'est une table haute et on a comme ça un objet un peu emblématique qui nous accueille de manière sympathique. Convivial. Alors pour faire tout ça, tu es toute seule, tu es entourée d'équipes, de partenaires, comment ça fonctionne ? C'est le E de Anne. C'est le E de Anne. C'est grâce à eux que je peux faire tout ça. Actuellement, nous sommes 2 à l'agence, donc je suis avec Julia Potler qui est designer et nous travaillons en jolie symbiose, en musique, beaucoup de rire aussi, sur toutes les phases du projet, avec chacune notre zone de talent, je dirais. C'est pour ma partie, toute cette partie en amont d'audit et de définition des objectifs, du fil rouge, de l'axe créatif dans les grandes lignes. Julia, qui vient de l'agencement, qui a fait aussi une escale à boules, va venir, elle, modéliser, apporter l'ensemble du relief, en fait, au projet. Et puis, ensuite, je suis accompagnée de partenaires freelance, tant sur la gestion de projet, et puis évidemment tous les artisans sans lesquels on pourrait rien faire, menuisier, serrurier, signaléticien, couturier, qu'est-ce qu'on a plein d'artisans, et c'est vrai que et sur l'ensemble du territoire, ce qui veut dire que ça permet d'aller faire
un stand à Cannes ou un restaurant en Suisse sans forcément générer de transport, de coûts et de pollution inutile. Donc finalement, partout en France, je peux demander, est-ce que vous connaissez Anne? Presque, ouais. A priori, la réponse sera oui. Et est-ce que alors, tu es très entourée finalement, bien que très libre aussi? Si je comprends bien, c'est que tu peux aller partout et te retrouver aux quatre coins de la France et de l'Europe, peut-être. Ouais. Tant qu'on parle français. On parle français. Bon, les d'accord. Français sont pas réputés pour bien parler anglais. Bien, je ne déroge pas la règle. Est-ce que tu as des moments, des temps où tu as besoin de te retrouver seule, un peu sas de décompression, pour aussi peut-être faire appel ta créativité débordante. Je vois juste derrière toi, c'est audio, mais je vais le lire. Il n'y a point de génie sans un grain de folie. Alors, est-ce que tu as besoin, de ces moments d'espace de liberté pour penser à toi aussi Alors, on en revient au process de création quand même, effectivement, en allant ne serait-ce que sortir du cadre... conduire pendant 1 heure ou prendre le train et puis aller se promener dans les rues d'une autre ville ou aller au musée, la façon de présenter telle œuvre ou l'accueil de tel musée, on va se dire, ça c'est rigolo, en termes d'usage, j'aurais pas pensé à ça, et donc on dit que personne ne crée, tout le monde imite, donc on va comme ça chercher à droite à gauche, y compris sur Pinterest, et puis on fait une petite tambouille pour les projets. Et puis, moi, j'ai investi dans la Liberté à roulettes en 2018. Donc, j'ai un petit van discret. Bon, il est pas vintage, même auto-vintage, mais le van est ultra basique. Et comme ça me permet de passer inaperçu et de partir dès qu'il y a une fenêtre de tir pour pouvoir m'aérer la tête, penser à autre chose et puis aller chercher un peu de calme. C'est bien aussi, parfois, oui. le calme. Alors justement, est-ce que là je te dis, il va faire beau là, je crois dans les quelques jours à venir, tu m'emmènes quelque part. Quelle est la destination? Alors, est-ce que tu sais toi-même où tu peux partir ou est-ce que c'est vraiment des fois le matin pour... Alors c'est souvent le matin pour le soir. Ce que j'ai découvert en ayant le plaisir de voyager avec le van, c'est que on peut être complètement dépaysé à 1 heure. Donc mon super tips, quand j'ai la tête pleine au Havre, je prends le van et je vais à Oulgat. C'est à pile 1 heure. Je me mets sur la plage et je me réveille devant l'eau avec la guitare. Je peux aller faire du yoga et voilà. Et ça c'est le bonheur. Et je pars le soir, je reviens le matin pour bosser. J'ai l'impression d'être partie un week-end. Ressourcée. Donc puis on a vraiment un pays qui est absolument formidable. Donc c'est très sympa d'aller comme ça vadrouiller pas très loin. Et puis plein de petits musées partout, dans toutes les régions. Donc voilà, donc je découvre ça avec plaisir. Donc voilà, moi je dirais la Manche. Je suis pas encore allée faire le musée Fernand Léger au sud de Caen, Granville bien sûr, avec la maison de Christian Dior et puis voilà, et puis chaque côte, Oulgat, c'est une plage de sable. Encore 100 bornes plus tard, c'est encore un paysage très différent. Donc voilà, plutôt les côtes normandes du coup. Plutôt les côtes normandes finalement. Et la Suisse. Alors si je reviens à ta définition, donc on a dit adepte de fleurs et de do it yourself, mais aussi collectionneuse de petites cuillères et de trucs à garder dans un coin de tête. Oui. Alors les petites cuillères, c'était avant de travailler au dos de la cuillère. Ouais. Et voilà, je dois en avoir. J'envisage d'en faire un banc de poisson un jour si j'ai un petit peu de temps. Voilà. Faire du coup un banc de petites cuillères. Tu nous montreras. Ouais. Et puis les do it yourself, oui, c'est d'essayer de s'amuser, de faire des choses de ses mains et de se satisfaire de petits plaisirs du c'est moi qui l'ai fait. Voilà, de la couture, du dessin. Et puis le troisième, des trucs dans un coin de tête. Ouais, et ça, c'est les 50 000 idées à la seconde. Et c'est comme ça que j'épuise les gens qui travaillent avec moi. Et les prochains projets, par exemple, tu me l'as évoqué discrètement tout à l'heure. Alors, j'aurais adoré monter un restaurant à eux, mais ça ne se fera pas. J'aurais adoré monter un comptoir à huîtres au Havre, donc je fais un appel à ceux qui ont envie d'ouvrir des huîtres à longueur de journée. C'est une super idée, faites-le. C'est une super idée, je confirme. Je viendrai. Mais moi, il faut pas que je sois au même endroit tout le temps. Donc, mes projets seraient, évidemment, de continuer à
accompagner les entreprises pour qu'elles présentent mieux leurs produits. Et puis peut-être essayer de transmettre un petit peu. En fait, quand on est chef d'entreprise, on a notre savoir-faire de départ. Et une fois qu'on monte l'entreprise, on fait plus vraiment ce pourquoi on a monté l'entreprise. Donc, mais on apprend plein de choses. On apprend la rentabilité, le social, etc. Et donc, j'aimerais bien ou transmettre en études supérieures ou au lycée ce bon sens de comment monter un projet. Toute cette partie gestion de projet, finance, et puis recherche de ressources, apprendre, transmettre le fait de se dire si j'ai besoin de ça, si j'ai besoin d'un mouton à 5 pattes, il y a forcément quelqu'un qui va pouvoir m'aider. Ou en tout cas d'y réfléchir et de trouver des solutions. Et est-ce que toi, aujourd'hui, justement, avec l'expérience, on parlait de, on va dire une vingtaine d'années, finalement, j'arrondis. Vas-y, mollo sur le arrondi. J'y vais tout doucement, tu remarques. Sur le arrondi. J'arrondis, mais pas trop. Est-ce que toi, aujourd'hui, il y a des choses, soit des missions que tu as pu accepter auparavant, ou aujourd'hui, tu poses un peu plus tes conditions, ou en tout cas, tu expliques que en 15 jours, tu ne seras pas en capacité de faire ou ne pas faire, voilà, un peu plus de fermeté, pas d'agressivité. Non, je sais que j'essaye d'éviter. Mais oui, les délais, en fait, mais je peux tout à fait comprendre que lorsque on n'est pas du métier, on se dise non mais fais-moi juste 2-3 petits dessins, puis hop. Mais en fait, ça prend un petit peu de temps et c'est d'être un petit peu didactique à l'égard des clients pour leur expliquer que si ça coûte ce prix-là, c'est aussi qu'en fait il y a un temps de réflexion et une nécessité en fait de se plonger dans le projet du client. Je pourrais juste faire quelque chose qui me plaît, mais c'est pas leur demande. Donc si je dois faire quelque chose qui ressemble au client, il faut que j'ai le temps d'étudier l'entreprise, ses produits, et puis de voir ce qui se fait ailleurs, etc. Donc ça prend du temps, et là où avant mais c'est le cas, je pense, de tous les débuts d'entreprise, quoi. On dit oui, d'accord, pour un délai pas possible, mais finalement, on se déçoit parce qu'on fait pas le travail comme on aurait souhaité, avec la qualité qu'on aurait souhaité fournir. Et puis, il peut arriver que le client soit un petit peu déçu si on l'a pas prévenu qu'en 3 jours, on pourra pas construire Rome. Ça, c'est sûr. On a parlé de quelques lieux havrais dans lesquels tu as pu travailler et mettre ta patte. Est-ce qu'il y a d'autres endroits qu'on peut découvrir, visiter en tant que particulier pour voir un peu en quoi consiste ton job ? Alors à Paris, non, parce que la plupart des projets faits avec mes clients parisiens sont principalement des projets d'événements. Donc, pour avoir un petit souvenir, on s'entoure de très bons photographes. Ouais. Et sur le Havre, effectivement, l'activité est plus pérenne. Donc, le collège-lycée Saint-Jean, le pôle restauration, Gallieni, on en a parlé la une. On a travaillé avec les Tentureries, qui est donc tapissier d'ameublement, et qui est donc en face de la brasserie Paillette pour les Havrais. En fait, c'est intéressant, ça revient justement à ce métier de décorateur. Lui, il est décorateur et son métier commence là où le nôtre se termine. Donc, quand il a souhaité bouger de sa petite boutique, ses 36 mètres linéaires de tissus et puis présenter ses stores, etc., on s'est vraiment posé et on s'est dit qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vends, qu'est-ce qui est intéressant à présenter. Donc, je savais pas qu'il faisait des stores, donc on lui a fait un meuble sur mesure pour présenter les stores, les différentes qualités d'obstruction, etc. Pour 36 mètres linéaires de cintres de tissu, d'échantillons de tissu, il fallait avoir quelque chose qui soit pas trop cacophonique et en même temps qu'on embrasse en fait l'ensemble des possibilités. Donc on a créé ces grands linéaires de tringles accessibles avec des grandes échelles qui évoquent du coup les bibliothèques un petit peu traditionnelles. On a conçu des meubles adaptés aux gros classeurs qui permettent de présenter les papiers peints pour que d'un point de vue ergonomique, lui comme ses collaboratrices ne se cassent pas trop le dos à aller les chercher loin ou à les ouvrir sur des bouts de canapé.
Et donc ça, c'est un lieu qu'on a vraiment adoré travailler avec lui, mettre en valeur la maison de savoir-faire. Ça, c'est quand on peut travailler comme ça avec des entreprises qui ont une histoire de longue date et qui ont un savoir-faire qu'on ne trouve pas forcément partout. Bon, ça permet de différencier aussi de quand on va dans des grandes surfaces. Je ne donnerai pas de nom. Voilà, en termes d'image, on a encadré cette belle boutique de deux grands sujets en lierre, et le choix du lierre, il est aussi volontaire, c'est de ne pas avoir une plante qui soit trop ostentatoire, puisqu'il vend déjà des très belles étoffes, etc. Et c'était aussi de rendre la boutique accessible. Et quand Laurent m'a dit mais au sol, plutôt que du gris, est-ce qu'on mettrait pas de la moquette dorée? J'ai dit là, Laurent, mon travail s'arrête et c'est ton travail de décorateur qui commence. Voilà. Et pour moi, le doré, c'était vraiment trop. Et en fait, ça va très bien, évidemment. Et c'est un décorateur hors pair. Donc moi, je l'ai aidé à ranger sa chambre. Oui, c'est ça. Que ce soit accessible et clair. Et ensuite, il l'a décoré à sa manière. Oui, chacun sa place. Exactement. En fait. C'est exactement ça. On a parlé musique, guitare tout à l'heure un petit peu avec le van, on part en vacances. Oui, guitare, clavier, chant. Clavier, chant. Alors, c'était pas prévu, mais tu peux chanter si tu veux. C'est pas prévu. Oui. Mais ici, on travaille en musique tout le temps. Donc, beaucoup de musique. Ouais. Alors si, pour finir, pour nos auditeurs, est-ce qu'on finirait en musique ce podcast, ce deuxième podcast de Progressia Immobilier? Qu'est-ce qu'on écoute? Alors, en effet, il y a toujours de la musique. Je me permets une petite parenthèse. Quand je recrute des collaborateurs, souvent collaboratrices, très peu de CV de garçons. Les garçons, venez dans la scénographie et le design. Ma question, c'est quelle est votre chanson de la honte? Celle que vous pouvez chanter par cœur et dont vous n'êtes pas très fier de connaître les paroles par cœur encore après 30 ans. Donc la musique nous accompagne vraiment. La tienne, ce serait Moi, ce serait peut-être Edith Piaf, L'homme à la moto. Ouais, pas mal. Une sorte d'image de l'homme viril, légèrement dépassé. Ouais. Mais qui est mignonnette. Enfin, elle a l'air tellement amoureuse qu'en fait, ça lui crée du charme. Et nous, notre chanson du moment, c'est My Heart is Jumping. Donc, je vous mettrai ça en référence de Bibi Tanga. Chouette. Voilà. Super. Merci Anne pour cet échange. Merci beaucoup, Laura. C'était très chouette dans une chouette agence. Et puis un moment convivial, mais c'est ma définition de la convivialité. Je suis ravie. Merci beaucoup. Merci. Et puis très bonne écoute à toutes et à tous, et à très bientôt pour un prochain podcast de Progressia Immobilier.